énergétique est un grand mot pour désigner quelque chose qui ne se produit pas vraiment. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer à quel point ce problème de la non-transition est réellement de grande ampleur, un problème important. Je vais vous donner quelques pistes d'explication sur pourquoi ça ne se produit pas et pourquoi, en fait, c'est un projet extrêmement difficile à sa face même. Donc, tout d'abord, une petite question juste pour se mettre en plan, pour se réchauffer. Si on ne tient pas compte de la biomasse, c'est-à-dire le bois principalement, si on ne tient pas compte de l'hydroélectricité, quelle est, dans le monde, sur la totalité de l'énergie qui est utilisée, quelle est la part combinée du solaire photovoltaïque, du solaire thermique, de l'éolien, de la géothermie, des marées, des vagues, les 5 mis ensemble? Est-ce que c'est voté à la main levée? Est-ce que c'est moins de 5% selon vous? D'accord. De 5 à 10%, qui est-ce qui vote pour ça? Plus de 20%. J'ai le bonheur de vous apprendre que vous êtes un groupe tout à fait exceptionnel et que vous avez absolument raison. Donc, si on regarde un peu la réalité, ici on a deux tableaux, la situation 1973, la situation 2015. On voit que sur la partie qui nous intéresse, c'est ce qui est marqué Other ici, qui était 0,1% en 1973, et que tu multiplies par 15 pour atteindre 1,5%. Donc, on est sur la bonne voie. Il faut remarquer, par ailleurs, que les deux graphiques n'ont pas la même taille. Hein? En 1973, on utilisait 6,1 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, et on est rendu à 13,6 en 2015. Dans les statistiques intéressantes, vous remarquez que le pétrole est à 46% du mix énergétique mondial en 1973, il est plus rendu qu'à 32%. Donc, en fait, on est en pleine transition pétrolière. On a diminué de 0,3% par année pendant 45 ans. La solution est donc en vue, mais je ne vous dis pas pour quelle date. C'est un peu problématique. Et d'ailleurs, quand on parle de la sortie du pétrole dans des conditions capitalistes normales, non par les forces du marché, c'est on voit ce que ça a donné, 0,3% par année. Ici, c'est la part des renouvelables dans le mix. C'est la part de l'énergie qui s'ajoute chaque année depuis 2011. Alors, en noir, on voit que le pétrole et le gaz s'ajoutent très très rapidement. En vert, c'est les énergies vertes, de façon pas étonnante. Ils s'en rajoutent chaque année, mais beaucoup moins que des fossiles. Et ce qui est en dessous de la courbe, c'est le charbon, qui était un peu négatif jusqu'en 2016, mais rassurez-vous, depuis l'année passée, il est reparti au-dessus de la ligne de zéro. Donc, on rajoute du charbon net à chaque année depuis 2 ans. Et on n'est pas du tout en transition vers quoi que ce soit. La fiche suivante, c'est toujours la même chose exprimée de façon différente. De 1990 à 2015, la part des carburants fossiles dans le total du mix énergétique mondial, on est passé de 88 à 86%, ce qui est quand même une remarquable baisse de 1% par décennie. Et encore, Václav Smil, qui est un grand spécialiste de l'énergie, considère que la part des fossiles a augmenté depuis 2000. Alors pourquoi ce retard? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus que ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a une perception, enfin il y a une différence entre la réalité et la perception qu'en fait il se passe quelque chose. Il y a plusieurs raisons, donc les données qui sont données en pourcentage, quand on monte les chiffres en pourcentage, on ne voit pas les chiffres réels et on ne voit pas qu'en réalité ça augmente, même si la portion diminue quelquefois. Il y a beaucoup d'effets d'annonce aussi, il y a un billet de sélection, tout le monde est prêt à annoncer ses grands succès en énergie renouvelable, personne ne parle des échecs, c'est pas très vendeur. Il y a tout le phénomène des projections, on aime beaucoup les projections dans l'énergie, ça annonce toujours qu'il y a un fléchissement de la tendance, que ça va accélérer dans quelques années. Et les quelques années sont toujours retardées à chaque année. Et on n'avance pas vraiment. Ça peut être restons-en à ça. Donc, le discours public sur les renouvelables, se veut rassurant, il renforce la confiance envers l'État et l'industrie, et ça cimente en quelque sorte le ciment social. Rassurez-vous, on a la situation bien sous contrôle. Maintenant, fiche suivante, ça n'avance pas. Voilà.
Donc, si je résume la thèse que je veux défendre ici, la transition énergétique est beaucoup trop lente, elle ne sera pas terminée en 2050. Il y a des facteurs techniques sérieux qui sont en cause. On a souvent l'impression que c'est simplement les méchantes pétrolières qui bloquent. Ça existe aussi, mais il y a des causes beaucoup plus fondamentales et peut-être plus importantes. Si ça marchait très bien, les renouvelables, les objections des pétrolières ne tiendraient pas beaucoup la route. Il y a le pic pétrolier, vous savez ce que c'est, ça rentre dans le tableau. Et ma thèse, c'est que le manque à gagner, c'est-à-dire la partie qui ne sera pas substituée ou remplacée ou décarbonée, comme vous voulez, va créer les conditions d'une décroissance probablement plus subie que planifiée, avec, évidemment, dans les deux cas, les impacts seraient très différents en termes de justice sociale. On note aussi que les transitions énergétiques du passé n'ont jamais réduit la consommation des formes d'énergie précédentes. Yves-Marie l'a dit, on consomme actuellement plus de bois qu'en 1800, plus de charbon qu'en 1900, et malgré la différence de pourcentage que je vous avais montré tout à l'heure, plus de charbon, c'est-à-dire plus de pétrole qu'en 1973. Maintenant, si on avance... Donc, sur un calcul de pointage, si on voulait réussir la transition énergétique, c'est-à-dire remplacer tous les fossiles par de l'électricité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, en 30 ans, 31 ans, parce que l'objectif, c'est d'atteindre ça d'ici 2050, il faudrait faire passer la part de l'électricité dans le mix énergétique, qui est actuellement de 18 à près de 100 parce que l'hypothèse, c'est toujours sur l'électricité. Il faut faire passer la part du renouvelable dans l'électricité. La part du renouvelable actuellement est de 15-20 si on compte la biomasse, l'hydraulique. Il faut faire passer ça à 100 il faut doubler la production totale d'énergie parce que l'idée, c'est qu'on est censé croître au rythme de 3 par année. Ça veut dire que l'économie double d'ici 2050. Il faut en tenir compte. Donc, il faut multiplier la production de renouvelables par 6 fois 5 fois 2, soit par un facteur de 60. Un petit défi en 30 ans. Donc, la tâche est écrasante, je pense qu'on peut le résumer comme ça. Hugo Bardi, qui est un chercheur italien connu dans ce domaine-là, qui a estimé en 2016 que pour atteindre nos objectifs, il faudrait d'abord augmenter la production d'énergie renouvelable de 20 par année de 2017 à 2022 et de 10 par la suite jusqu'en 2050. Mais pensez à ce que c'est, de 10 cumulatif à chaque année, c'est un travail gigantesque. Évidemment, il estime que les investissements actuels n'atteignent pas le 10e de ce qu'il faudrait faire. Moi, j'avais fait le calcul, j'arrivais à 9,6 de ce qu'il fallait faire. Et Ken Caldeira, qui est un type un peu bizarre, qui fait beaucoup la promotion de l'énergie nucléaire, lui, il calcule ça en termes de centrales nucléaires qu'il faudrait installer, et c'est une par jour de 2000 à 2050. Une centrale nucléaire par jour. Pour faire décarboner avec le nucléaire. Donc, on est assez loin du compte là aussi. Je vous donne quelques chiffres maintenant, les courbes en fait. Ça, c'est les investissements dans les renouvelables dans le monde de 2005 ici jusqu'à 2018. Alors, vous voyez, en fait, il y a un plateau en 2011. L'Occident décroche les investissements dans les renouvelables. Il y a un petit pic à cause de la Chine aux alentours de 2015-2016 et ça décline depuis. Les chiffres datent d'il y a un an, vous pourriez me dire, mais Philippe, ça a peut-être augmenté depuis. Alors, je suis livré un petit peu de recherche. Alors, depuis un an, l'investissement mondial dans les énergies renouvelables a chuté de 14 Je vous rappelle qu'il faudrait augmenter de 20 la chute est super marquée en Chine, moins 39 des nouvelles politiques, le salaire est plus subventionné. Ça a baissé de 6 aux États-Unis, 4 en Europe, qui est pratiquement un bon joueur. Dans ces conditions-là. C'est le plus faible niveau d'investissement dans le monde depuis 2013. Alors, pourtant, le discours public dit toujours que les renouvelables sont en train de prendre une place extraordinaire et que ça va nous sauver, mais ça ne se produit pas. Dans les causes, il y a le retrait des programmes d'aide, mais aussi la demande en énergie qui est plus faible, parce qu'il y a un certain ralentissement économique. Et on verra un peu plus tard, mais on investit dans les renouvelables, surtout quand il faut rajouter de la capacité de production. C'est tentant à ce moment-là d'aller vers le renouvelable, mais s'il faut détruire une capacité de production dans les carburants fossiles, ça ne vaut pas la peine. Donc, s'il n'y a pas de croissance économique, on garde nos fossiles existants, qui ne coûtent pas cher, sont déjà là, et on n'investit pas dans de nouveaux renouvelables, donc il ne se fait pas de transition actuellement sans développement économique. Vous me direz que c'est un peu pervers comme système,
Je vous donnerai pas tort là-dessus. Je passe cette fiche. Je vais complètement pas avancer à bonne place, ça ne recule plus. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. En Europe, on voit que l'investissement dans les renouvelables a atteint son sommet en 2011 et ça ne va pas très bien depuis ce temps-là. Malgré l'Allemagne, tout ça, d'ailleurs, l'Allemagne est en train un peu de cesser ses investissements. Ça, c'est essentiellement l'Asie, l'Inde, la Chine. On voit que ça a progressé assez rapidement jusqu'en 2016, après ça, un petit déclin. Et le déclin s'est accéléré en fait l'année passée, donc la Chine ne nous sauvera pas. Ça, c'est deux Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud réunies. C'est pratiquement la région la plus stable. Hein? Les États-Unis de Trump, malgré ce qu'on en dit, c'est pas le désastre pour le renouvelable, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas Trump qui est en charge, ça se fait, les décisions se prennent au niveau de chaque État, pas au niveau fédéral. Donc Trump n'a pas vraiment d'influence. Et ça, c'est à la même échelle de Canada, qui est une situation plutôt désolante. On voit qu'on a atteint notre niveau maximum d'investissement au 4e trimestre 2011, ce qui ne nous rajeunit pas, et qu'actuellement, on est peut-être rendu à 15% du niveau où on était en 2011. Donc, en fait, il ne se produit plus grand-chose. Ça, c'est les États-Unis tout seul, alors ça confirme la stabilité. Donc, en termes de tendance, donc, on voit que les investissements ont atteint leur maximum en 2011-2012 selon les pays. Ils ont atteint leur maximum en 2015-2016 en Asie, mais la baisse de la croissance économique actuellement, ça entraîne la fin des investissements selon le processus que j'ai expliqué. Les énergies renouvelables elles-mêmes sont en transition, je n'ai pas le temps de trop l'expliquer, mais en fait on investit de moins en moins dans le solaire, dans tout l'hémisphère nord, on investit plutôt dans l'éolien maintenant. Tandis qu'en Asie, ils investissent beaucoup dans le solaire parce qu'en fait c'est des pays situés plus au sud, ils ont plus de soleil, c'est une solution techniquement plus logique pour eux. Mais il reste que même les énergies renouvelables sont en transition entre elles, ce qui est assez curieux. Il y a une thèse qui dit que la baisse des investissements n'est pas si grave que ça parce que les équipements coûtent de moins en moins cher. Donc, en fait, ça balance à quelque part, mais en fait, si on fait le calcul, pas vraiment. Et on disait que les faibles taux d'intérêt créaient une condition idéale pour faire des gros investissements dans les énergies renouvelables. Eh bien, on voit que ça ne se produit pas, c'est relié à d'autres choses. Un petit concept que je vous introduis ici, que vous ne connaissez peut-être pas, le concept de densité énergétique. Ça nous vient d'un grand chercheur en énergie qui s'appelle Václav Smil, qui est un Canadien de l'Alberta, qui est un gars assez peu connu du grand public. Bref, ce qu'il nous explique dans ce tableau-là, en fait, le tableau a deux trucs ici. Cette courbe-là nous donne, cette partie-là nous donne la superficie d'une installation énergétique en mètres. Alors, ça passe de 1 mètre carré ici à 10 milliards de mètres carrés ici. Alors, on voit que en brun, on a des formes d'énergie fossile, en vert, on a des énergies vertes. Alors, on voit ici, par exemple, les barrages hydroélectriques prennent beaucoup de place. Les champs de pétrole prennent beaucoup de place aussi. Mais l'autre, ce qui est intéressant, c'est l'autre échelle ici qui part de 1 watt en bas jusqu'à 10 à la 5, ça c'est 10 000 watts en haut. Alors, on voit que même c'est 100 000 watts, c'est ça la 5 en fait. Donc on voit que ces trucs de fossiles en haut sont très denses en énergie, prennent de place, mais ils produisent quelque chose comme 1000, 10 000, 100 000 fois plus d'énergie par même quantité de surface. C'est important pour la transition énergétique parce qu'on peut remplacer des trucs fossiles qui sont polluants, on entend, mais qui sont très denses en énergie, qui produisent beaucoup, par des formes d'énergie qui prennent souvent autant de place, mais qui produisent 1000 ou 10 000 fois moins d'énergie par unité de surface. Donc, les parcs d'éoliennes, il va falloir en construire sur des kilomètres carrés, des surfaces gigantesques, et ça pose des problèmes de cohabitation avec les riverains, évidemment. L'autre concept que je vais vous parler, c'est la question des ressources. Il y en a été beaucoup question dans les médias, je ne reviendrai pas là-dessus de façon trop détaillée, mais de manière générale, pour une quantité d'énergie produite qui est équivalente, les énergies renouvelables utilisent 10 fois plus de métaux que les fossiles.
sans compter les batteries et les réseaux de transport d'électricité qui sont à part et en plus de ce 10 fois plus. Au niveau des ressources de base, l'acier, l'aluminium, le béton, c'est disponible. Vous entendez des choses là, comme quoi le sable est en voie d'épuisement, mais ce n'est pas réellement quelque chose qui va bloquer tout ça. On n'est pas rendu à ce niveau-là, mais surtout pas dans notre pays. Les énergies renouvelables utilisent très peu de terres rares. Ce qui est vraiment des terres rares, c'est un ensemble chimiquement relié de 18 métaux dont personne ne connaît le nom, y compris moi-même. Ce n'est pas vraiment un problème dans les renouvelables, c'en est un. Par contre, dans l'informatique, Internet, vos téléphones, là, ils sont beaucoup utilisés. Les énergies renouvelables utilisent par contre beaucoup de métaux qu'on pourrait dire moins communs, dont le cobalt, le néodyme, ça vous les connaissez, vous avez sans doute entendu parler, mais aussi le nickel, le cuivre, le manganèse, qui sont généralement pas considérés comme très problématiques, mais la consommation augmente très très vite. Il va y avoir une pression d'ici la fin de l'année sur le nickel, qui est une composante absolument fondamentale de beaucoup de batteries, au lithium en fait. Le lithium est toujours accompagné par d'autres métaux selon les produits. Selon les types de batteries, ça peut être différents métaux, dont le manganèse, mais le nickel est très très utilisé et c'est un métal qui est plus rare. En fait, il y a des pressions dessus. Je ne dis pas que le robinet va se fermer, qu'il n'y en aura plus, mais ça devient une préoccupation. Le problème des métaux, donc, surtout après 2050, en fait, jusque-là, je pense qu'il va y avoir des hauts et des bas dans les approvisionnements. Quelquefois, les projets vont être retardés parce que c'est pas disponible, on a des doutes, on ne sait pas combien ça va coûter. Mais globalement, je pense qu'il y en a assez pour faire le programme. La vraie question, ça se pose après 2050. Je veux dire, ces métaux-là ne sont quand même pas éternels. Et combien de temps est-ce que l'avenir est censé durer au juste? On ne sait pas très très bien si on tire de ces ressources-là. Il y en a jusqu'en 2050, mais après ça, en 2100, 2500, 2100, 2200, pardon, nos descendants sont censés faire quoi? Je l'ai dit, on soulève souvent le problème des ressources dans les énergies renouvelables. C'est une préoccupation, ça va être un obstacle, mais curieusement, on ne soulève jamais le problème en ce qui concerne Internet, l'informatique, qui a un usage beaucoup plus immodéré. Vous réfléchirez aux raisons de la chose, moi je ne les comprends pas entièrement. Je sens qu'il y a de l'idéologie là-dedans un tout petit peu. Je me suis vraiment rendu au pic pétrolier, non? Encore une fois, j'ai avancé mes trucs actuellement n'importe comment. Je comprends absolument rien au fonctionnement de cet appareil. Là, on est rendu incroyablement loin dans la... Il n'y a peut-être pas très bien. Voilà, on était rendu à l'âge 2, non, on était rendu à l'âge 3. Voilà, contrairement à ce qu'on croit, la baisse soutenue du prix des énergies renouvelables, ça ne favorise pas leur déploiement. On dit toujours ça, ça coûte de moins en moins cher, donc tout le monde va en installer beaucoup. En fait, ce qui arrive, c'est que les entreprises ont très peur de se retrouver avec des équipements. Les prix descendent tellement vite que les équipements se retrouvent dépréciés au bout de quelques années. Les entreprises ont toujours des paiements énormes à faire sur des équipements qui ne valent plus rien et qui sont rendus moins compétitifs que les équipements plus modernes de leurs concurrents. Donc, ce puissant frein à ne pas investir et attendre que les prix diminuent encore. Évidemment, à force d'attendre, on ne fait rien. Aussi, le mode de fonctionnement, le modèle de fonctionnement des énergies renouvelables implique une forte mise initiale. Il faut, dans le renouvelable, le panneau solaire, il faut que tu en payes 100% du prix tout de suite, et il va rapporter ensuite sur 20 ans, 30 ans. Tandis que dans les fossiles, on paie au fur et à mesure une centrale au mazout, ça ne coûte pas très très cher d'investissement immédiatement. Et bon, ça coûte plus cher de pétrole ou de carburant par la suite, mais on s'en fout parce que cette énergie-là, en fait, est déjà vendue à nos clients et donc il y a de l'argent en masse pour la payer. Le financement n'est pas un problème. C'est plus facile pour les entreprises. Évidemment, on s'entend que pour le gaz carbonique, c'est un désastre, mais en termes de management, c'est très facile. Il y a aussi une idée selon laquelle les renouvelables seraient bientôt compétitives avec les énergies fossiles, c'est-à-dire l'idée partout, mais on a tellement insisté là-dessus qu'on a abandonné beaucoup de programmes d'aide aux énergies renouvelables. Ça paraît inutile parce qu'ils sont censés gagner spontanément très bientôt. Et du fait que les programmes, leur avenir est incertain, les entreprises sont déjà réticentes à investir, le sont d'autant plus parce qu'ils ne sont pas certains d'avoir des subventions. Il faut se souvenir de l'énergie, tout le monde pense que les entreprises dans ce secteur-là font des projets, des profits gigantesques. En fait, ils font des très très
faible marge de profit sur des montants absolument énormes. Et quand tu as une faible marge de profit, tu es susceptible de passer dans le rouge assez facilement. Donc les investisseurs sont très prudents et l'instabilité des prix augmente leur perception du risque. L'avenir leur paraît incertain et à ce moment-là, ils prennent des solutions qui paraissent plus sûres. Un autre concept que vous connaissez peut-être pas, l'inertie énergétique. C'est un peu la résultante des trois enjeux que je viens de vous présenter. Le tableau mérite explication. Ça, c'est une courbe dans le temps, on passe de 1800 à 2015, et c'est l'évolution de différentes formes d'énergie en pourcentage, pas en quantité absolue. Alors, on voit qu'en 1800, au début, presque tout ce qu'on utilise comme énergie en vert, c'est de la biomasse, du bois essentiellement, que le charbon en brun commence à prendre la relève. Le charbon, en pourcentage, atteint son maximum vers 1900. Le siècle du charbon, en fait, c'est pas vraiment le 19e siècle, c'est le début du 20e. Après ça, le pétrole en brun un peu plus clair prend la relève, le gaz, et en haut, on voit un peu de nucléaire et les petites lignes minuscules en haut, c'est en fait les renouvelables tels qu'on les connaît. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les transitions sont extrêmement lentes. Hein. Ces courbes-là évoluent très lentement. Et c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Il y a des facteurs managériaux qui font en sorte, facteurs managériaux, techniques, de ressources, qui font en sorte que ces trucs-là prennent du temps. Quand on fait une centrale au charbon, on dure 40 ou 50 ans. C'est très rare qu'on va juste la mettre à la casse avant la fin de sa vie utile. Donc, tout ce qui a été investi en gaz depuis 2000 va probablement être avec nous jusqu'en 2040 et 2060. Et c'est un puissant obstacle à la transition, à moins qu'on décide de subventionner les entreprises, de leur payer la valeur résiduelle des usines qui devraient envoyer à la casse. Et on n'en est pas vraiment là. Donc, le souvenir des transitions énergétiques, ça prend beaucoup de temps. Et là, on a 30 ans pour réussir quelque chose d'ici 2050. Ça paraît plutôt mal barré. Mais enfin, c'est mon opinion personnelle. On va parler de pic pétrolier très rapidement parce qu'en fait, Harvey a déjà fait une bonne job ce matin de nous parler des problèmes pétroliers. Je vais amener quelques concepts un petit peu moins connus là-dessus. D'abord, en définition, on sait que toutes les ressources existent en quantité limitée. Celles qui existent en quantité limitée, qui ne sont pas renouvelables, connaissent un cycle de production qui est marqué par une période d'expansion très rapide, après ça un sommet, puis une période de déclin. Le pic pétrolier, évidemment, désigne le moment où la production mondiale atteint son sommet. Et dans le fond, le moment du pic, c'est le moment où l'industrie du pétrole connaît son plus grand jour de gloire. Parce que c'est la quantité maximum, ils ne sont jamais été aussi hauts. Mais après ça, ils tombent sans arrêter. Donc la production, après ça, décline lentement. Mais ce qu'on observe, c'est que la production décline au rythme à peu près 1% par année. En fait, c'est les estimations de Jean Laherrère, qui est un géologue pétrolier connu. Comme en fait, il y a des pays qui vont continuer à étendre leur production alors que d'autres vont être en déclin. En fait, on va avoir un rythme net de à peu près 1% par année. Certains d'entre vous savent peut-être qu'un puits de pétrole qui est arrivé aux fins de sa vie utile décline en moyenne à peu près 4 à 5% par année. Mais la courbe de déclin globale n'est pas de 4 à 5% parce que, en fait, les puits qui sont en déclin sont remplacés par des nouveaux puits. Ce qui va être nouveau dans les prochaines années, peut-être quelque part en 2020 ou 2025, le pic, ce qui est nouveau, c'est que les nouveaux puits ne remplaceront pas la perte de production occasionnée par les anciens qui produisent toujours mais qui sont en déclin. Donc, on ne sera plus capable de soutenir une augmentation continue de la production. Il va falloir accepter qu'il va y avoir un certain recul là-dessus. Ça veut dire aussi qu'on sera peut-être plus capable de couvrir tous nos besoins en énergie, surtout si on n'investit pas beaucoup dans les renouvelables pour compenser. La production de pétrole conventionnel, en passant, ce qu'on appelait du conventionnel, le mot pétrole conventionnel ou pas conventionnel n'a pas de définition internationalement reconnue, et les différents pays, les différents organismes utilisent ces mots-là de façon assez floue. Mais si on parle du pétrole noir brut qui sort d'un puits qui est sous forme liquide, la production a atteint son pic en 2006. En décline depuis ce temps-là, en fait, le taux de déclin était inférieur à 1%. On avait à peu près 70-72 millions de barils par jour. En 2006, on est rendu à peu près à 65-66.
Ça a été compensé par le pétrole de schiste, qui n'est probablement pas avec nous pour très longtemps encore, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des pics à l'intérieur des systèmes pétroliers qui entraînent des déclins, mais qui ne sont pas catastrophiques, qui sont compensables jusqu'à un certain point. Mais la direction générale est assez claire. Et elle est exprimée par le tableau suivant, voilà, ça c'est une courbe de 1930 à 2050. Bon, jusqu'en 2012, ce sont des chiffres réels, après ça, ce sont des projections. Ça nous vient de Colin Campbell, qui est un autre grand spécialiste pétrolier. Ce que ça nous montre, donc, c'est un sommet aux alentours de 2020, peut-être 2025. Différentes catégories de produits pétroliers, plus ou moins conventionnels. Ce qui est intéressant, c'est la ligne noire que vous voyez au milieu. Ça, c'est le pétrole extra lourd, c'est-à-dire le bitume de l'Alberta, du Venezuela, et le pétrole de schiste combiné dans une même catégorie. Alors, on voit que, en fait, sur l'ensemble, c'est pas énorme, et surtout que les projections ne montrent pas que ça va montrer, ça va vraiment compenser pour les pertes qui sont prévues. Un autre truc ici, sur les enjeux du pic pétrolier, ce que ça signifie peut-être plus concrètement pour nous. On rappelle ici, sur 65 pays qui ont produit, qui ont été exportateurs de pétrole historiquement, il y en a 55 déjà qui ont atteint leur pic. La moitié du pétrole existant, à peu près, a déjà été extrait, ou peut-être un peu plus, mais disons la moitié pour être prudent. Le pic pétrolier mondial, toutes catégories confondues, je vous l'ai dit, pourrait être atteint quelque part en 2020 et 2025. Le gaz naturel, les ressources sont plus stressées qu'on ne le reconnaît généralement, donc il pourrait y avoir un pic de la ressource gaz vers 2025-2030. Et ce qui est plus surprenant, le charbon aussi est menacé. On dit toujours qu'il y en a des réserves pour plusieurs siècles. Il y a quelques années, l'Agence américaine d'information sur l'énergie s'est penchée sur ces chiffres-là, d'où ce qui vient au fait. Et ils se sont rendus compte que ça avait été très mal compilé dans les années 70 et qui était répété sans vérification depuis ce temps-là. L'agence n'a pas été capable de dire quelle était la réserve exacte, mais estimait qu'elle était de loin inférieure. Et les rares spécialistes du charbon dans le monde sont plutôt pessimistes. Alors, je vous mets ça 2030-2035 avec un point d'interrogation, mais c'est vraisemblable. Jean Laherrère pense que d'ici 2040, en 2040, il va y avoir... donc, actuellement, il y a seulement 6 pays qui n'ont pas atteint leur pic pétrolier ou qui ne sont pas près de l'atteindre, dont le Canada, le Brésil, le Canada, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Kazakhstan, le Venezuela, ce qui veut dire que les grands producteurs actuels, la Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis sont sur le bord du déclin ou l'ont déjà commencé, c'est pas très très clair, mais il n'y a plus beaucoup d'expansion à atteindre de ce côté-là. Jean Laherrère pense qu'en 2040, le Canada va être le deuxième plus gros producteur de pétrole au monde. Après l'Arabie, il va encore être, je pense, à 8 millions par jour, contre 5 millions et demi pour le Canada, quelque chose comme ça. Mais devant l'Irak, le Brésil et les États-Unis, qui vont être les autres grands producteurs dans le jour 2040. Je vous rappelle que ça, c'est des prédictions ou des projections basées sur la géologie. Des facteurs politiques peuvent rentrer en ligne de compte. Peut-être que le prochain gouvernement fédéral va simplement décider de nous retirer du pétrole et que le Canada va arriver en dernier rang des pays producteurs. Mais je ne crois pas que ce soit le scénario le plus probable. Autre opinion personnelle. La production de pétrole brut, du vrai pétrole liquide, on va passer cette année de 82 millions de barils par jour, 100 ou 101 millions, ça comprend beaucoup de gaz naturel liquide, c'est pas du vrai pétrole. Ça va tomber à peu près à 64 en 2040. Donc c'est pas un effondrement total, mais ça va se ressentir. Petite section rapide de la technologie, est-ce qu'elle va nous sauver? On a ici les temps de déploiement de plusieurs technologies anciennes. Combien de temps ça prend avant que ça occupe une grande part du marché? Alors on voit que les turbines à gaz ont été inventées en 1949, les cellules photovoltaïques en 1954, les éoliennes. Tout ça n'est pas complètement dominant encore. Et d'après cette étude que j'avais vue, une technologie prend en moyenne 43 ans à s'installer, une fois qu'elle est inventée. Donc si on découvre la fusion nucléaire demain matin, et que ça marche, eh bien, en 2050, on n'est pas encore tiré d'affaire.
ça ne sera pas prêt à temps. Je fais une petite conclusion ici. Ouais, on en est essentiellement réduit aux technologies existantes jusqu'en 2050. Il n'y a pas de nouvelles technologies de percée qui vont nous sauver. Ce qui nous amène à quelques conclusions intéressantes, car on doit conclure. Donc, en raison de la lenteur de leur déploiement, les renouvelables ne remplaceront pas à 100% les énergies fossiles en 2050, du moins pas au niveau de consommation actuelle. Il va y avoir probablement une baisse de la quantité d'énergie totale disponible et sûrement pas que les renouvelables vont remplacer à 100% ou si on ça. Quel pourcentage? Je ne sais pas. Peut-être 20%, 30%, 35%. C'est difficile à deviner. Ça dépend beaucoup de critères politiques et de décisions qui n'ont pas été prises et qu'on tarde à prendre. La transition est évidemment plus facile si on vise moins haut qu'une substitution à 100%. Si on accepte un mode de vie plus simple, on en a moins installé, donc c'est plus facile. C'est pas forcément si grave qu'on a une baisse de la chute de l'énergie et du PIB par conséquent. En 1900, si la PIB baisse de 30%, ça nous ramène au niveau de 1993. Si ça baisse de 50%, ça nous ramène au niveau de 1977. J'ai connu ces époques que je peux vous jurer que je n'ai pas passé ma vie à ce moment-là à sucer des cailloux dans une caverne. On n'en est quand même pas au retour au Moyen-Âge. Il y a moyen de faire des choses encore si on prend des décisions intelligentes. Il n'y a donc pas de solution essentiellement technique, à mon avis. Il doit y avoir, enfin, il y a certaines solutions techniques. Ça fait partie de notre expérience comme être humain et de notre vie. Mais il faut absolument qu'il y ait des évolutions au niveau des usages et des besoins, sinon on n'en reviendra pas à bout. Miser sur les énergies renouvelables en absence d'un changement, je dirais, culturel de nos habitudes, d'une protection accrue des écosystèmes, de la fin de la croissance, ne rend pas vraiment nos sociétés plus résilientes. Ça augmente en fait leur dépendance à toutes sortes de systèmes technologiques et de ressources. La trame narrative sur la transition, la croissance verte et l'économie circulaire tend à réaffirmer que le capitalisme industriel détient toutes les solutions, alors qu'en fait, il y a des réelles contraintes physiques. La transition énergétique a du sens qu'accompagnée d'une remise en question du consumérisme, de la croissance. Je pense que vous êtes déjà assez convaincus de ça. Donc, j'ai en fait fini, au grand soulagement des organisateurs. Je vous laisse cette photo de l'escargot, le symbole de la décroissance. Un mot rapide sur l'escargot. En fait, à chaque fois qu'il rajoute une spirale, son volume augmente 8 fois. Alors, l'escargot est assez intelligent pour arrêter son développement au bout de 3-4 spirales, parce que si on rajoutait une, il deviendrait si gros qu'il ne pouvait plus bouger. Donc, l'escargot est un symbole d'animal qui comprend les limites de la croissance et qui l'applique dans sa vie quotidienne. Et en principe, il y avait une autre diapositive. Ah oui, elle est là, c'est le monde du commanditaire. Le commanditaire, c'est moi. Je vous donne l'adresse de mon blog. Je vous invite vraiment à le visiter. Et je le remercie de sa générosité. Effectivement, on voit que le public est pointu. Les questions sont compliquées. Peut-être sur l'histoire du découplage, je suis passé très vite sur les données. Il y a notamment deux textes qui sont parus ce printemps, qui sont excellents, qui sont des méta-études sur des études portant sur le découplage, qui font une très bonne synthèse. Le premier est de Giorgos Kallis et Jason Hickel. Il est trouvable donc, facilement sur Internet, je ne me souviens plus comment est-ce qu'il l'appelle. Est-ce qu'une croissance verte est possible, quelque chose comme ça. Et puis un rapport d'un collectif européen aussi sur le même sujet qui est excellent. Sur le découplage, ce qu'il faut voir, et un des pièges dans lesquels on nous tient, c'est que en fait, les mesures qui sont données pour essayer d'évaluer le niveau de découplage d'une économie nationale, c'est des mesures qui ne tiennent compte que de ce qui est produit sur place. Que ce qui est produit au Québec ou que ce qui est produit au Canada. Elles ne tiennent pas compte du fait que on est dans une économie mondialisée, c'est-à-dire qu'en fait, une grande partie de ce qu'on consomme est produit ailleurs, et c'est nous qui le consommons quand même. Donc en fait, nous vivons une grande partie de produits finis et semi-finis qui sont produits ailleurs. Si on veut être sérieux et honnête pour mesurer la capacité d'une économie à
accomplir ce découplage, il faut le considérer à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, donc les vraies mesures sont forcément mondiales, ou si on veut le faire à une échelle nationale, mettons le Québec, il faut mesurer non pas ce qui est produit, mais ce qui est consommé finalement par les Québécoises et les Québécois, et évidemment l'industrie québécoise. Donc, et là, le portrait change du tout au tout, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut présenter les États-nations les plus riches comme finalement très verts et très proches d'un découpage, à condition évidemment d'oublier tout ce qui est produit ailleurs, mais qui est consommé ici. En fait. Donc ça, c'est vraiment la première critique qu'il faut adresser à toutes ces études. Il faut soit considérer ça mondialement, ce qui est cohérent avec l'idée de globalisation, et puis évidemment cohérent sur le plan écologique. Les problèmes écologiques que ça pose, ils ne s'arrêtent pas aux frontières de différents pays. Ou alors il faut mesurer donc, plutôt ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Alors, sur ce terrain-là, effectivement, ça continue à être absolument désastreux partout en Occident. Il n'y a aucun progrès. En fait, ce que montrent même les études récentes, c'est que ce découplage relatif dont j'ai parlé tout à l'heure, il s'est opéré pas mal au cours du XXe siècle. On le voit bien, effectivement, d'une certaine façon, on produit de plus en plus de marchandises un peu plus propres. Mais, donc il y a bien un découpage relatif. Mais en fait, depuis le début du XXIe siècle, il semble même qu'on observe en fait un recouplage. Finalement, là, la courbe de la dégradation écologique, elle se rapproche de plus en plus de la courbe de la croissance. Il y a une aggravation, un peu à la manière de Philippe qui disait regardez ce qui se fait au niveau des renouvelables, on est plutôt dans un déclin à la limite. Ça converge avec ce constat-là. Une question relativement simple sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, dans son principe, c'est génial. C'est génial, mais ça n'a rien de nouveau. Finalement, énormément de sociétés humaines ont fonctionné sur la base d'une économie relativement circulaire. Donc, il n'y a pas si longtemps, c'est ce qu'on faisait certainement au Québec il y a encore 50 ou 100 ans, où on ne jetait rien, on ne perdait rien, etc. Bon. Donc, dans son principe, c'est une très bonne idée. Ce que j'ai essayé de dire là, c'est que toutes ces idées-là, toutes ces innovations, elles n'ont aucun sens dans une société de croissance. Elles sont vaines dans une société de croissance, parce qu'elles vont, en fait, bien souvent, nourrir la croissance et accélérer ce phénomène de dégradation environnementale ou écologique au lieu de ralentir. Donc oui, bien sûr que dans une société post-croissance, penser sur le mode de l'économie circulaire, c'est très bien. Mais dans une société de croissance, tout ça va être, tous les bienfaits de la chose vont être annulés par justement cette logique de croissance et d'augmentation continue du nombre de marchandises qu'on peut produire. Oui, je prends une autre question, peut-être la plus facile pour commencer, mais assez rigolote en fait, c'est une belle question. Il y a quelques années, les ressources prouvées du Venezuela et de l'Arabie ont été presque doublées, avec une petite note disant que l'augmentation n'a pas été vérifiée. Est-ce que c'est une vérité ou non? Pour le Venezuela, je ne suis pas trop sûr. Pour l'Arabie, le cas est super connu. Effectivement, l'Arabie saoudite a doublé ses réserves d'un trait de crayon vers la fin des années 80, en 86 ou en 89. Il faut comprendre que ce pays, dans l'OPEP, chaque pays a un quota de production basé sur ses réserves. Alors, si tu veux augmenter ta production dans l'OPEP, tu déclares que tes réserves sont gigantesques et là, tu as un gros quota de production. C'est ce qu'ont fait presque tous les pays arabes au milieu des années 80 et leurs chiffres sont absolument gonflés depuis ce temps-là. Tout le monde le sait. On n'a pas vraiment le droit de le dire en public parce qu'il faut se ménager à susceptibilité de ces pays-là, mais c'est un secret de polichinelle. Mais il y a plus intéressant que ça, non seulement l'Arabie saoudite a doublé sa réserve, il l'a porté à peu près à 270 milliards de barils à la fin des années 80, mais cette réserve-là, officiellement, n'a jamais diminué depuis ce temps-là, bien qu'ils extraient des milliards de barils par année. L'explication théorique à ça, c'est que ils ont fait des nouvelles découvertes. Alors, ils ont augmenté leur réserve en quantité égale de ce qu'ils ont extrait. C'est déjà une équivalence un peu curieuse. Mais il faut comprendre comment les réserves sont calculées dans le monde. Et ça, je vais vous dire quelque chose que très peu de gens savent. Il existe une revue de l'industrie qui s'appelle le Oil and Gas Journal. Et à chaque année, au mois de janvier, le Oil and Gas Journal fait un palmarès des découvertes et de l'état des stocks dans tous les pays du monde. Et ils font ça au début du mois de décembre, ils écrivent à tous les représentants pétroliers de tous les pays du monde, ils disent bon, ben, votre réserve, elle est rendue à combien cette année? Déjà, il n'y a aucun pays qui peut vraiment répondre parce que l'année n'est pas finie. Mais eux, ils veulent faire ça dans leur première. Ils veulent publier les résultats dans leur première édition de janvier.
Donc, il y a déjà un problème, les chiffres qu'ils reçoivent sont des estimations. Mais le problème, c'est que l'autre problème, c'est que ce sondage-là était très populaire à une certaine époque, et maintenant, la plupart des pays s'en foutent éperdument et ne répondent pas. Et la pratique au Oil and Gas Journal, c'est de dire, s'ils n'ont pas fait de déclaration, c'est que leur réserve doit être au même niveau que l'année passée. Ce qui est une fiction totale. Vous allez me dire, on se fout un tout petit peu des chiffres du Oil and Gas Journal. Le problème, c'est qu'il y a un organisme important qui s'en sert comme base pour ses propres statistiques, et c'est l'Association internationale de l'énergie que tout le monde cite à longueur de page partout. Et ces chiffres-là, je ne dirais pas qu'ils n'ont aucune valeur, mais ils sont très imprécis, ils sont compilés dans des conditions douteuses, et l'industrie pétrolière ne les utilise jamais elle-même. L'industrie pétrolière paye des millions à des trucs qu'on appelle des scouting agencies, ce sont des agences en fait de renseignements privés qui colligent l'information la plus précise sur les réserves pétrolières et la revendent très cher à leurs clients. La compagnie la plus connue là-dedans, c'est Rystad, c'est une compagnie norvégienne. Et eux ont les bonnes statistiques, mais les chercheurs n'ont rarement accès parce que l'abonnement annuel à ça, c'est comme $1 demi-million. Donc j'enchaîne avec une question effectivement essentielle. Y a-t-il un niveau critique de décroissance dans l'Occident qui contrebalancerait l'appétit de croissance dans les pays en voie de développement? C'est-à-dire, si demain l'Amérique et l'Europe devenaient décroissantes, et après, qu'est-ce qui se passe? Bon. Je pense que là aussi, de la même façon qu'il faut penser globalement la question du découplage, il faut aussi penser globalement la question de la croissance. Et alors là, on nous met dans la tête que chaque pays est autonome finalement à sa propre dynamique. Bon, c'est une erreur. Enfin, d'où vient la formidable croissance occidentale? Parce que c'est en Occident que ça s'est passé d'abord. Elle vient notamment du pillage et de l'exploitation du Sud. Du fait d'avoir embarqué de force le Sud dans cette formidable création de richesses qui est revenue essentiellement au Nord. Donc ce serait très certainement une très bonne nouvelle pour l'autonomie potentielle des pays du Sud global que le Nord cesse sa croissance. Parce que ça veut dire qu'il cesserait concrètement d'exploiter et de développer sa richesse sur le dos des pays du Sud. Donc en soi, ce serait la première condition à respecter pour que peut-être le Sud puisse décider, avec une relative souveraineté, de son destin. Pour l'instant, son destin ne lui appartient pas. Enfin, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est pas le Sud qui décide de jouer ce jeu-là. Ce jeu-là, on le lui a imposé et il est encore contraint dans une large mesure par toutes les politiques néocoloniales qu'on a développées depuis le milieu du XXe siècle. Donc il n'y a rien de neuf. Donc je pense que cette façon de poser le problème en disant bah oui, mais le Sud, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Le Sud, déjà, si on lui laissait la possibilité de décider de son propre sort, ça serait un bon début. Ça serait un très bon début. Et peut-être de décider de vivre autrement que dans ces logiques de croissance à tout prix qu'on leur a imposées quand on fait un peu de recherche, d'études sur le mode de vie dans beaucoup de ces pays-là. Non, c'est pas des pays croissancistes. Enfin, ils n'ont pas ça du tout dans leur manière, dans leur rapport au monde, etc. Donc, bien sûr qu'on a bien travaillé, on leur a bien mis ça dans le crâne, ça c'est certain. On leur a présenté le modèle du petit bourgeois américain comme le modèle à atteindre, c'est sûr. Donc il y a eu vraiment un martelage énorme, mais a priori, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans la volonté de tout être humain que d'embarquer là-dedans, et encore moins dans ceux des pays du Sud. Ce serait ma première remarque par rapport à ça. Ce serait effectivement une bonne nouvelle qu'on arrête de croître, et la meilleure chance qu'on pourrait leur donner de se développer à leur manière. Autre question, le pétrole est parfois appelé... Donc, officiellement, le pétrole est parfois appelé ressource systémique, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas, pour son prix, des règles du marché. Pourquoi? Avec sous question, peut-on imaginer un baril de pétrole à 500 $? Alors, j'ai envie de répondre par une boutade. Le pétrole répond aux règles du marché. C'est le marché qui répond pas très bien au pétrole, ou qui répond pas à ses propres règles dans ce cas-là. En fait, le prix du pétrole varie quand même selon l'offre et la demande, ce qui est très classique, sauf que l'offre et la demande arrivent rarement en même temps dans cette industrie-là. C'est-à-dire que les investissements prennent beaucoup de temps. Alors, à un moment donné, on voit que le prix du pétrole est élevé et de toute évidence, il y a une petite tension sur les approvisionnements. Les compagnies décident d'investir tout en même temps, massivement, pour développer les nouveaux prix. Et 2 ou 3 ans ou 4 ans plus tard, quand c'est développé, on se rend compte que sur production, le prix s'effondre.
Alors, et des fois, il va s'effondrer pendant qu'il y a une très forte demande parce qu'on a juste surproduit. Et des fois, quand la demande est faible, enfin, on n'a pas beaucoup investi et le prix devient très élevé. Ça paraît irrationnel, mais en fait, ça répond un petit peu au délai d'investissement. Il y a, et la question subsidiaire, est-ce qu'on peut imaginer, ah oui, dernier détail là-dessus, ça répond aux lois de l'offre et la demande, et ça répond très peu, en fait, à la rareté de la ressource, qui ne rentre pas beaucoup en ligne de compte là-dedans. On considère toujours qu'il y en aura suffisamment. Ce qui jusqu'ici a toujours été vrai, donc c'est pas une approximation si absurde que ça, mais il n'est pas dit que ce soit toujours le cas. Et à partir de là, les règles du jeu pourraient évoluer très rapidement vers on ne sait pas trop quoi. Est-ce qu'on peut imaginer le prix de pétrole à 500 $? Non. On a déjà eu le prix de pétrole à 150 $ et ça a complètement détruit l'économie. Ce qui arrive, c'est qu'à ces prix-là, c'est trop cher. La plupart des activités qu'on devrait faire avec du pétrole deviennent non rentables et les gens ne sont plus capables de soutenir l'achat. Il y a donc destruction de la demande. Et la destruction de la demande, c'est soit du ralentissement économique, les gens cessent de faire certaines choses, ou c'est des transitions vers d'autres sortes d'énergie. Ce qui est bon pour l'environnement est détestable pour les entreprises pétrolières. À ce moment-là, ils se mettent à réduire les prix volontairement, essayer d'en mettre plus sur le marché pour jouer un peu sur les prix. Donc, le baril de pétrole à 500 $, en fait, on ne s'y rendrait pas, ça détruirait l'économie bien avant, ça détruirait les pétrolières et après ça, tout le monde se mettrait ensemble pour essayer de trouver des solutions plus ou moins parfaites mais qui feraient redescendre les prix assez rapidement. Ça, c'est pas soutenable. J'enchaîne, je garde les plus difficiles pour la fin. J'essaie de réfléchir, de gagner du temps moi aussi. Sur l'histoire de la substitution, une façon de préciser ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Quelqu'un me demande finalement est-ce que l'économie de service est-elle vraiment découplée en fait? Est-ce que ça permet ce découplage ou pas? On est exactement là dans cette logique, dans cette stratégie de substitution. Remplaçons les biens par des services. Un service, a priori, c'est en partie dématérialisé, donc tout va bien, ça devrait pouvoir nous sauver. Bon. Alors d'abord, les services, ils ont aussi une empreinte écologique qui n'est pas négligeable, hein, qui est très importante en fait, même dans nos pays, notamment parce qu'ils s'appuient de plus en plus sur les nouvelles technologies qui sont matériellement invisibles, hein, mais qui sont en fait matériellement très importantes. Philippe a évoqué Internet tout à l'heure, c'est un gouffre énergétique, mais c'est un gouffre en termes de matériaux, puisque derrière tout ça, bien caché, il y a des infrastructures extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses, hein, qui sont derrière ces services. Jamais. On parle toujours des renouvelables qui consomment tellement de ressources, mais c'est une farce à comparer l'Internet et des réseaux informatiques. Et les pauvres du Sud qui font trop d'enfants, c'est ça. Mais plus généralement, cette économie de service, ce qu'il faut voir historiquement, c'est qu'on est bien dans cette logique d'addition que j'évoquais tout à l'heure, et non pas de substitution. Les services ne viennent pas remplacer l'industrie, ni l'agriculture, hein, simplement, ils viennent s'ajouter, ils se sont ajoutés à ces deux secteurs, et ils les font fonctionner de manière encore plus productive, c'est-à-dire ils leur permettent de générer encore plus de ces marchandises. On a simplement délocalisé une grande partie de notre industrie ailleurs, mais donc nos services n'ont absolument pas remplacé l'industrie. Ils s'y sont ajoutés avec leur propre impact, et en plus, ils ont permis l'augmentation de la productivité en fait, du secteur primaire et secondaire, donc avec tous les effets qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc on n'est vraiment pas du tout dans cette logique de substitution, et donc ça ne représente actuellement aucun progrès en termes de découplage, bien au contraire. Quels sont les principaux obstacles qui nous empêchent de revenir au niveau énergétique de 1975 si on baissait de 50% notre consommation d'énergie? Premier obstacle, personne n'a envie de consommer moins. Deuxième obstacle, il n'y a aucune entreprise qui a envie de vous vendre moins. C'est un obstacle déjà réel. Mais en fait, c'est la question ça repose la question du découplage que posait Yves Marie, ou plus précisément l'effet rebond. Si on baissait la consommation d'énergie de 50%, tout serait probablement beaucoup moins cher, parce que l'énergie est une composante importante des prix. Donc, on finirait par en vendre plus. Et à ce moment-là, la consommation d'énergie se mettrait à réaugmenter. C'est très difficile de baisser la consommation d'énergie. En fait, vous remarquez que depuis 1800, depuis l'année 1800, la technologie n'a pas cessé de s'améliorer. Les premières
machines à vapeur transformaient à peu près 1% de leur énergie de charbon en énergie mécanique. Maintenant, un moteur électrique est capable de convertir au-dessus de 90% de son électricité en énergie mécanique. C'est super efficace. Mais la consommation d'énergie n'a pas cessé d'augmenter depuis 1800, bien qu'on soit 90 fois plus efficace qu'auparavant. Ça, c'est l'effet rebond dans toute sa splendeur, parce qu'on fait maintenant des choses qu'on n'aurait jamais rêvé de faire en 1800, parce que l'énergie disponible était trop chère et, en fait, n'était pas disponible en quantité suffisante. C'est l'effet rebond. Voilà. L'avant-dernière question. Comment une idée de décroissance peut s'insérer dans notre système de santé? Déjà, il faut peut-être souligner le fait que notre civilisation, donc, elle a inventé ses propres maladies, et qui sont en gros les maladies chroniques non transmissibles, qui sont des maladies dont on ne meurt pas forcément, mais dont on ne guérit jamais, ce qui est extrêmement bon pour le business par ailleurs. Donc, pas besoin de faire du complotisme, mais de fait, c'est le cas. Donc c'est notre civilisation qui a généré l'émergence de toutes ces maladies, d'un certain nombre de cancers, du diabète, de l'obésité, un certain nombre de problèmes de santé mentale, etc., qui sont très fortement associés à cette civilisation. Donc une société post-croissance, c'est une société qui aura ses propres maladies, très certainement, mais qui ne seront plus celles-là, qui seront certainement beaucoup moins coûteuses. Notre système de santé est effectivement très très coûteux, en partie à cause de ces maladies dont on ne guérit jamais. C'est ça qu'il faut voir. Donc, et on peut espérer que une société post-croissance, qu'elle génère effectivement des effets pervers sur le plan de la santé, le problème de la santé est un problème écologique fondamentalement. On fait partie de ces êtres vivants dans un même milieu, donc que ces problèmes soient moins graves. Pour moi, ce serait l'un des premiers effets bénéfiques d'une société libérée de cet impératif de croissance et de tous ces effets pervers. Est-ce que c'est possible, et comment est-ce qu'on peut le faire, de décentraliser l'énergie pour la rendre individuelle et durable? Comme par exemple une maison ou une communauté qui produit de l'énergie localement. J'ai envie de répondre par une anecdote qui n'a pas vraiment rapport, et pourtant si. Au début du 20e siècle, la plupart des usines dans le monde fonctionnaient avec de l'énergie hydraulique. Elles étaient toutes concentrées dans des rivières, et ça faisait des immenses usines avec des concentrations de travailleurs gigantesques, et c'était un milieu propice au développement du syndicalisme. C'est quoi le rapport? Quand est arrivée l'électricité, les anarchistes ont applaudi. Ils disaient, voilà, on va pouvoir décentraliser la production, et par conséquent, on va aller vers une société moins encadrée et plus anarchisante, en fait, plus propice à l'anarchie. Et ça ne s'est pas passé comme ça parce que, en fait, l'énergie est restée concentrée pour des questions d'efficacité. Les usines sont plus dispersées, mais la production d'énergie était quand même concentrée dans certaines régions, disponibilité des ressources, réseaux de distribution. Ça ne s'est pas passé exactement comme on le pensait. Les nouvelles formes d'énergie n'ont pas libéré l'homme. Et ce que je vois dans cette question-là des communautés autonomes en énergie, c'est est-ce que l'autonomie énergétique va libérer l'homme? Et là, je suis un petit peu sceptique. Ces communautés seront toujours dépendantes de réseaux extérieurs pour leur approvisionnement en technologie. Mais il y a aussi le fait qu'un réseau énergétique, pour que ce soit rentable, il faut que tu sois capable d'échanger tes surplus. Surtout avec les énergies renouvelables, tu as toujours une région où le soleil ne brille pas, puis une autre où le vent ne souffle pas. Et il faut que les deux soient capables de s'échanger leur surplus, sinon vous tombez souvent à court. Et les systèmes où on installe des panneaux solaires sur des maisons, comme ça, ils fonctionnent sur cette base-là. C'est pas très intéressant d'installer ça sur sa maison tout seul. Ce que tu veux, c'est vendre tes surplus d'électricité quand t'en as, et tu veux que le réseau te fournisse de l'électricité quand toi t'en manques. Et c'est ça qui est difficile à gérer avec une installation autonome. Toutefois, c'est pas impossible. Il y a des gens qui vont s'installer des chalets au fond des bois. Ça coûterait $1 demi-million d'amener l'électricité réseau. Là, vous êtes beaucoup mieux de fonctionner avec une installation autonome. Mais il faut comprendre que cette installation-là, si vous voulez vraiment consommer de l'énergie comme en ville, il va falloir la surdimensionner pour qu'elle produise toujours un minimum, et donc ça coûte très cher. Ou alors il va falloir accepter d'avoir des périodes où il n'y aura pas d'énergie, vous allez devoir vivre très sobrement. Ultra neuf. Donc, plusieurs questions qui tournent autour, finalement, comment on fait, quoi. La question comment on fait, comment on peut envisager une décroissance qui serait volontaire et non pas subie, comment on pourrait faire pour qu'elle soit douce et équitable, etc. Donc il y a plusieurs questions autour de ça, comment la planifier.
Alors je parle peut-être justement d'idée de planification. L'idée de planification, elle est quand même étroitement liée finalement à l'État. C'est-à-dire on irait chercher le secours du père, l'État, pour gérer tout ça. J'avoue que j'y crois très peu, pour des raisons que j'évoquais déjà un peu tout à l'heure. L'État, il est intimement lié à cette logique de croissance. Il ne doit sa puissance qu'à cette croissance. Lorsqu'il n'y a plus de croissance, l'État perd de sa puissance. Donc j'ai beaucoup de mal à imaginer que cette institution puisse, de manière miraculeuse, tout d'un coup se mettre au service de sa propre destruction. Donc pour moi, non. En partie à cause de la fréquentation des textes de Francis Dupineri, qui est au fond, je crois de moins en moins à un soutien de l'État. En fait, j'ai même de plus en plus peur de tous ces appels écologistes aujourd'hui à une intervention ferme, autoritaire du papa État face à des enfants irresponsables, etc. Non, enfin, là on est complètement prisonnier d'un imaginaire, à mon avis, très dangereux. Enfin, c'est l'ouverture à des formes d'écofascisme ou de dictature verte. Bon, si vous voulez ça, peut-être, enfin, moi j'en veux pas. Effectivement, c'est très important de pouvoir préserver les conditions d'existence de la vie sur Terre, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de notre liberté. Tout dépend de ce qu'on veut. On peut vivre comme des animaux domestiqués, mais ça ne paraît pas être enfin, en tout cas, moi, c'est pas une vision qui m'enthousiasme. Donc non, je me méfierais beaucoup des appels à l'État, et je privilégierais des stratégies qui viseraient beaucoup plus des formes, au contraire, de démantèlement de l'État et qui concrètement se traduirait par des relocalisations finalement de notre existence sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Enfin, le municipalisme libertaire m'apparaît être une des voies les plus intéressantes à mettre de l'avant sur le politique pour aller vers la décroissance. Sur le plan technique aussi, mais ça vous êtes nombreux, j'imagine, à vous y intéresser, mais ça suppose aussi de renoncer à ces grands macro-systèmes techniques dont on dépend aujourd'hui, qu'on ne contrôle pas, qui sont complètement destructeurs, pour adopter ce qu'on appelle de plus en plus des low-tech, des techniques démocratiques. On perd en puissance, bah oui, on perd beaucoup en puissance. C'est vrai que c'est une puissance folle que de pouvoir appuyer sur un petit bouton et puis de faire avancer une boîte en fer à 100 km/h. C'est sûr que c'est jouissif ici. Mais sauf que cette puissance, elle a un prix. Elle a un prix, c'est celui de notre liberté, d'une liberté plus fondamentale, qui est celle de pouvoir décider de la manière dont on va vivre. Ah non, si on veut cette puissance fabuleuse de nos machines, ça veut dire qu'on renonce à cette capacité, à cette volonté de décider de comment on va vivre. Aujourd'hui, on est pris là-dedans. Donc c'est toute l'importance de la low-tech. J'ai le groupe ici par les Crêtes qui pose une série de questions techniques, j'ai vraiment pas le temps de répondre. Je vais en prendre une qui est un peu plus facile que les autres. Il nous demande si en décroissance on ne vivrait pas dans un état de récession permanente. À ça, je n'ai pas vraiment de réponse à apporter. Mais ça, qu'en économie classique, c'est une vraie possibilité. Je sais que les économistes à tendance décroissanciste qui travaillent cette question-là, comment est-ce qu'on peut décroître sans avoir une récession permanente, mais je ne suis pas sûr qu'il y a des réponses tout à fait définitives à ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à... Déjà, le terme de récession, c'est un terme qui est associé aux sociétés de croissance. Enfin, c'est un terme qui n'a de sens que dans une société qui a besoin de croissance pour carburer. Les sociétés qui nous ont précédés dans l'histoire n'étaient pas des sociétés en récession. Et quand on regarde, quand on essaye de ce que font certains économistes, historiens, ils essayent de calculer le PIB de l'Europe il y a 1000 ans. Bon, c'est assez douteux comme exercice, mais ça a au moins un intérêt, c'est que ça montre qu'il y avait zéro croissance. Bon, c'était des pays où il y avait de la vie, une vie assez riche, qui a laissé des très belles choses. Et des déchets bien plus jolis que ceux qu'on va laisser à nos successeurs. Donc bref, en tout cas, il y avait de la vie. C'est sûr que ce n'est pas forcément une vie facile, mais est-ce que la vie aujourd'hui, dans notre monde, même pour nous qui sommes très privilégiés, est facile? Je ne crois pas. C'est une vie où on passe notre temps à courir, où on attrape ces maladies, je parlais tout à l'heure. Même en comparant, je pense que ce n'est pas si brillant que ça. Et puisque même notre indicateur fétiche, qui est celui de l'espérance de vie, est aujourd'hui en train de plafonner, voire de décliner dans les pays les plus puissants, à quoi bon s'accrocher à ce système? Voilà.